La séance est reprise. La parole est à Monsieur Maurice Antiste pour le groupe socialiste et républicain. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'annonce de suppression de ce dispositif a causé un grand émoi au sein des entreprises, notamment du BTP, qui dénoncent un coup de force du gouvernement d'une brutalité certaine. Il ressort que cette mesure n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les secteurs économiques concernés et elle n'aurait en outre aucun caractère progressif, qui est pourtant un principe de bonne politique fiscale pour donner de la visibilité aux acteurs. Cette mesure n'a pas non plus, semble-t-il, été évaluée sérieusement, mais son impact direct serait de 500 millions d'euros pour la seule activité des travaux publics, soit environ 60% de la marge des entreprises. Les entreprises du secteur, notamment, plaident pour une neutralisation des effets économiques de cette mesure et ils évoquent, en cas de maintien en l'état, une déstabilisation certaine du secteur, particulièrement pour les PME. Nos entreprises du BTP en Martinique nous ont saisis sur le sujet, alors même que la TICPE n'est pas applicable dans les départements et territoires d'outre-mer, qui sont soumis à une taxe spéciale de consommation, la TSC, prévue par l'article 266 quater du Code des douanes. Dans tous les cas, le taux de TSC retenu pour un produit ne peut excéder le taux de la taxe intérieure de consommation, la TIC, figurant au tableau B de l'article 265 du Code des douanes. Or, l'article 19 opère une modification de l'article 266 quater dans la mesure où il réduit, sous couvert de simplification, la nomenclature des produits soumis à la taxe spéciale de consommation, ce qui fait disparaître l'alinéa relatif à l'émulsion d'eau dans du gazole stabilisé par des agents tensioactifs dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7% en volume sans dépasser 20% en volume identifié à l'article 53. Dans la mesure où également il opère aux alinéas 37 à 42 du fait de la disparition de l'alinéa relatif au gazole à émission d'eau, un recentrage sur l'indice 22. Cela équivaut, il me semble, à une augmentation du taux de la taxe intérieure de consommation et par conséquent de la TSC. Étant de nature prudente et en l'absence de certitude sur la réelle non-application de cette mesure dans nos territoires, j'ai donc déposé des amendements en ce sens qui permettront de prévenir un risque de dommages graves et irréversibles pour nos entreprises. Merci. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Pascal Savoldelli, groupe CRCE. Pour 2 minutes 30, cher collègue. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. On vient de le faire avec l'article précédent, et puis maintenant on arrive à l'article 19. On a des discussions intéressantes sous le coup des carburants, de l'énergie. On a eu tout à l'heure un débat sur la territorialisation, parce qu'évidemment, il faudrait changer les comportements seulement des Français, et puis on sort tranquille du débat les uns et les autres. Et tout à l'heure, ce n'est pas toujours le cas, mais mon collègue Karoutchi expliquait aussi dans quelles circonstances politiques nous discutions la TICPE. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu un amendement sur lequel, majoritairement, il a été voté. Nous, à gauche, on s'est abstenus, donc on n'a pas fermé la porte à un recul sur cette question. Mais en même temps, on est maintenant suspendu au propos du président. Alors écoutez, moi je ne vais pas me gêner pour mon groupe, puisque j'ai un ministre, je vais lui poser la question, il ne va pas me répondre au nom du président de la République, monsieur le ministre, je comprends bien, ça serait impossible, mais moi je vais vous dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, depuis qu'on débat tout à l'heure, est-ce que vous augmentez les salaires et les retraites et les minima sociaux et vous luttez contre l'évasion et l'optimisation fiscale? Est-ce que ça, c'est un brin annoncé mardi? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Excellente idée. Est-ce que vous pensez qu'il faut taxer les compagnies pétrolières et les grandes entreprises du transport routier ou aérien? Ou alors les gestionnaires d'infrastructures, les autoroutes? Parce que là, les salariés, ils payent, et la TICPE, mais les autoroutes aussi, ils les payent. Vous en connaissez beaucoup, des autoroutes gratuites, vous? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Total, bénéfice 2017, plus 39%. Est-ce que ça va être évoqué, monsieur le ministre, ça? Vous connaissez des salariés qui ont eu 39% d'augmentation de salaire? Vous connaissez des retraités qui ont eu 39% d'augmentation de leur retraite, de leur pension? Taxer le kérosène, est-ce qu'on va en parler? Oui, mais le gouvernement, lui, dit quoi sur cette question? Parce que nous, on fait notre travail parlementaire
On voit bien comment on a été considéré d'ailleurs depuis vendredi. Donc c'est pour ça qu'on met en débat des propositions. Après, c'est le débat politique. On tranchera, il y aura des votes. Mais il faut voir le niveau des propositions qu'il faut apporter au débat qu'il y a dans notre pays. Mon collègue Fabien Gay disait tout à l'heure, il faut évidemment poser la question des alternatives. Mais ça nous concerne tous. On vient d'apprendre qu'il y a 9000 km menacés de lignes de chemin de fer. Ça, c'est pas un point de vue partisan, ça. Ça va aider, ça, à la transition énergétique. La TVA sur les produits de première nécessité, ça ne touche pas les gens les plus faibles, les plus isolés, les plus modestes. Et puis après, il y a la question de la BCE. On nous parle de l'Europe ici toutes les 5 minutes, à juste titre. Mais monsieur le ministre, comment ça se fait que la France, elle ne pèse pas pour qu'il y ait des prêts à taux bonifiés? Pourquoi elle ne le fait pas pour tous ces gens qui devraient changer peut-être et sûrement de véhicule pour moins polluer? Pourquoi on n'obtient pas ça? Pourquoi la France, elle ne se bat pas en Europe pour qu'il y ait des prêts bonifiés, pour qu'il y ait des prêts à taux négatifs? Eh oui, eh oui. La Banque centrale européenne, elle pourrait faire ça si la France se bougeait. Là, on a un niveau de discussion, vous voyez, qui va un peu mieux résoudre les problèmes auxquels sont confrontés et les Français, et on affirmera une vraie volonté de transition énergétique. Merci. Monsieur Éric Bocquet. Oui, merci Madame la Présidente. Je remplace donc au débeauté Madame Benbassa, notre collègue qui a dû s'absenter. Donc je reprends à mon compte sa prise de parole sur l'article en question, 19. Donc depuis un an, nos contribuables automobilistes ont pu constater une insupportable flambée du prix du carburant, cela a souvent été cité, plus 23% pour le diesel et 14% pour l'essence, ça n'est pas rien. Cette hausse n'est pas près de s'arrêter, si l'on comprend bien. En janvier prochain, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont nous débattons augmentera encore. Le présent article 19 du PLF supprimant le tarif réduit sur le gazole non routier. Ainsi s'agira-t-il d'aligner les prix du diesel et de l'essence dans les années à venir. Cette mesure, socialement désastreuse, elle a été illustrée, puisqu'on estime qu'elle ferait perdre en moyenne 313 € par an à chaque foyer d'ici 2022, ne saurait subir le verdissement, au greenwashing comme on dit, de l'exécutif qui justifie cette hausse de la fiscalité carbone par une nécessité environnementale. Nous sommes dans le mensonge. Les débats de cet après-midi l'illustrent abondamment. Si le gouvernement avait vraiment à cœur l'écologie et la bonne santé de la planète, il déploierait les alternatives au transport individuel. Pascal Savoldelli vient de l'évoquer. Il n'exonérerait pas fiscalement le kérosène pour les avions, ni le fioul lourd pour les bateaux de croisière et les porte-conteneurs. Enfin, il n'attribuerait pas seulement 19% des recettes de cette fiscalité carbone à la transition énergétique. Notre terre est malade, notre population est toujours plus précarisée, pendant que la Maison France brûle. Le gouvernement regarde ailleurs, selon une formule ancienne, désormais célèbre, vers la seule réduction des déficits, dogme bruxellois par excellence. Les défis sociaux et environnementaux, véritables enjeux du XXIe siècle, méritent mieux que cette désinvolture. C'est par une politique volontariste et ambitieuse que notre pays réussira sa transition énergétique, pas par des mesures punitives rejetées très majoritairement par les Français, faites sous couvert d'écologie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Rémi Féraud pour le groupe socialiste et républicain. Pour 2 minutes 30. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, cet article 19 du projet de loi de finances est une disposition extrêmement importante, c'est-à-dire la suppression du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier. Le gouvernement soutient, comme pour les autres augmentations de TICPE, qu'elle est motivée, cette suppression de tarif réduit, par la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Néanmoins, d'une part, et notre collègue Maurice Antiste le disait tout à l'heure, elle va déstabiliser très lourdement tout un secteur économique, en particulier le BTP, alors que dans la plupart des cas, il n'existe pas d'alternative aux engins utilisant du gazole non routier. Par exemple, dans le BTP, je ne crois pas qu'il existe encore de bétonneuses électriques. Et puis, ensuite, on est vraiment dans la preuve d'une taxe de rendement, puisque les recettes supplémentaires de près d'1 milliard d'euros que percevra l'État ne sont absolument pas affectées à la transition écologique et à des modes de consommation plus durables. La preuve, selon les calculs du gouvernement,
Cette suppression de tarifs réduits de GNR devrait rapporter 980 millions d'euros de recettes supplémentaires en 2019, ce qui s'ajoute aux 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires votés par la trajectoire carbone dans le PLF 2018, soit 4 milliards d'euros au total. Or, dans ce même PLF 2019, il n'y a qu'1 milliard d'euros qui est affecté à la transition écologique, en plus du budget, en supplément du budget 2018. Donc on est vraiment, voilà, c'est un quart de ces 4 milliards uniquement qui est affecté à la transition écologique. Et même si l'on prend en compte les mesures prévues jusqu'à demain, en tout cas pour faciliter la transition écologique pour les plus fragiles, on peut penser au chèque énergie ou au crédit d'impôt pour la transition énergétique, il n'y a qu'1 milliard d'euros. Donc, sur ce sujet, là aussi, le compte n'y est pas. Rappelons également que c'est en septembre dernier qu'un peu en catastrophe a été annoncée par le gouvernement cette mesure pour en réalité financer la baisse de recettes contenue dans la loi Pacte sur les entreprises. Donc, nous nous opposerons à cet article en demandant sa suppression. Merci. Je suis saisie de 10 amendements identiques de suppression faisant l'objet d'une discussion commune. Amendement 31 rectifié. Il n'est pas soutenu. Pardon. Madame Deromedi, vous n'êtes pas signataire de l'amendement 31. Amendement 119 rectifié. Monsieur Lenné. Madame Goulet. Oui, c'est ça. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous l'avez annoncé, il y a 10 amendements à peu près identiques de suppression, donc celui-là est le premier de la liste. Cet amendement propose donc de supprimer cet article car ces dispositions ne peuvent que contribuer à gréver lourdement les charges des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des carrières qui sont utilisatrices de véhicules ou d'engins ayant recours à ce type de carburant. De nombreuses TPE du secteur du bâtiment ont une santé fragile, c'est peu de le dire, et cette mesure pénalisera beaucoup d'entre elles, alors même que le coût des carburants ne cesse d'augmenter, on en a parlé toute l'après-midi. Cette disposition est d'autant plus injuste qu'elle introduit une discrimination entre les entreprises du bâtiment, du paysage et des travaux publics et les entreprises relevant du secteur agricole. Celles-ci, en effet, continueront à bénéficier d'un avantage non négligeable sur la consommation de leur carburant. Je ne dis pas qu'il faut égaliser vers le haut, je dis qu'il vaut mieux laisser ces carburants sans les surtaxer. Cette disposition, en effet, impactera les entreprises concernées qui subiront une hausse de la fiscalité et n'auront d'autre choix que de récupérer cette mesure budgétaire sur leur maître d'ouvrage. C'est la raison pour laquelle Olivier Cigolotti et mes confrères, collègues, ont signé cet amendement de suppression de l'article 19 et ils ne sont pas les seuls manifestement. Merci. Amendement 179 rectifié bis, Madame Deromedi. Oui, cet amendement va dans le même sens que le précédent. Donc, selon l'évaluation préalable de l'article 19, la suppression des tarifs réduits des carburants non routiers permet d'augmenter l'incitation à privilégier d'autres sources d'énergie que les énergies fossiles dans le contexte de l'accélération de la transition énergétique. Dans la mesure où il n'existe souvent pas d'alternative aux moteurs thermiques utilisés par les industriels, la suppression de cette dépense fiscale apparaît surtout comme une mesure de rendement. C'est tout, merci. Merci. Amendement 190, rectifié bis, Monsieur Delège. Merci Madame la Présidente. Bon, nous sommes nombreux à déposer le même amendement. Moi, je voudrais insister sur un point, Monsieur le Ministre, si vous avez la gentillesse de m'écouter, mais c'est peut-être trop vous demander. Bah oui, quand même, à un moment donné, on est sur un sujet sérieux, et je pense qu'il faut écouter ce que dit le Parlement, et en l'occurrence les collectivités territoriales. Monsieur le Ministre, avec cette affaire, la conséquence, c'est que c'est une recette pour l'État et une dépense pour les collectivités territoriales. Pourquoi ? Tout simplement parce que 70% de la dépense publique, elle est assumée par les collectivités territoriales et notamment dans des travaux publics. Donc là, vous êtes en train de ponctionner les collectivités territoriales pour alimenter le budget de l'État. Alors il y a d'autres arguments que je pourrais développer. Ils ont déjà été développés tout à l'heure dans les prises de parole sur article par un certain nombre de collègues, mais je tenais à insister sur ce point parce que ça me paraît
être essentiel. Vous ne pouvez pas continuer à nous expliquer que vous maintenez les dotations des collectivités territoriales, que vous souhaitez que les collectivités territoriales fassent des efforts dans la gestion, et en même temps, au travers de cette disposition, forcer une dépense dont elles se dispenseraient bien. Merci. Amendement 191 rectifié bis, Monsieur Capu. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, je l'ai dit tout à l'heure, on est face à un défi exceptionnel. Ce défi exceptionnel est aussi à la hauteur de l'enjeu énergétique que nous avons à confronter et au réchauffement climatique auquel nous sommes confrontés. Donc qu'on ne se méprenne pas sur mon intention, le groupe des Indépendants est extrêmement favorable à la décarbonation de notre industrie. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Pourquoi je défends l'amendement de suppression ? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour l'impact, cela a été dit, sur les collectivités territoriales, parce qu'au final, ce sont les collectivités territoriales qui sont les donneurs d'ordre, qui paieront. Ensuite, parce que je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'une politique de transition énergétique soit valable, il faut qu'elle soit acceptée par la population, qu'elle soit pragmatique et qu'elle soit utile. En l'espèce, elle ne peut pas être acceptée, la taxation du GNR du jour au lendemain, de façon aussi brutale, pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, et cela a été dit également par l'un de mes prédécesseurs, il n'y a pas d'alternative au diesel pour les travaux publics, pour ce type de moteur, de telle sorte que cela n'aura pas d'impact, la taxation, le triplement de la taxation, comme l'a dit le rapporteur général par anticipation, n'aura pas d'impact sur la transition énergétique, puisque ceux qui utilisent le gazole non routier seront, tant qu'il n'y aura pas d'alternative, obligés de continuer à l'utiliser. Pourquoi je pense que la suppression est meilleure que l'amendement que nous avons adopté lors de la commission des finances ? Parce que l'amendement de la commission des finances, qui est très intéressant, pose une difficulté. Il n'exonère que les TPE au sens du droit européen, c'est-à-dire les entreprises de moins de 250 salariés. Or, sur le terrain, cela va créer une concurrence redoutable entre les entreprises de 250 salariés, de moins de 250 salariés, et les entreprises de plus de 250, qui sont à 300 salariés, à 400, voire même à 251. Donc l'idée qui est excellente de la commission des finances, de tenir compte des petites entreprises, matériellement, concrètement, n'est pas fonctionnelle sur le terrain. De telle sorte qu'il me semble, à défaut de lisser, puisque je sais qu'il y a un autre amendement qui propose de lisser ou de faire reporter sur les factures finales l'augmentation du gazole, qui serait un moindre mal. Mais il me semble que pour éviter toute concurrence entre les TPE et les ETI, il vaut mieux, à ce stade, supprimer cette augmentation. C'est d'ailleurs, on le voit, il y a des amendements du gouvernement qui vont dans ce sens. Il me semble qu'il faut aller vers la suppression. Amendement 207 rectifié bis n'est pas soutenu. Amendement 215 rectifié, président. Ok, non. Monsieur Arnel. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement de ma collègue Maryse Carrère porte sur l'article 19, supprime le tarif réduit du TICPE sur le gazole non routier, le désormais fameux GNR. Cet alignement de la fiscalité du GNR sur celle du gazole engendrera pour les utilisateurs du GNR une hausse du prix du carburant de plus de 50 centimes par litre. Si les conséquences pour les TPE du bâtiment et des travaux publics, déjà fragilisés par la hausse continue du prix du carburant, seront considérables, cette suppression du tarif réduit du TICPE sur le GNR aura des conséquences également pour nos collectivités. En particulier, les collectivités de montagne, au premier rang desquelles figurent les départements, assurent bien souvent le déneigement des routes à l'aide d'engins utilisant du GNR. Ainsi, pour le département des Hautes-Pyrénées, cette suppression de tarif réduit de TICPE sur le GNR aura pour conséquence une hausse approximative de 60% du coût du carburant. Une telle augmentation viendrait à la fois, une fois de plus, rogner les budgets de nos collectivités, déjà soumis à nombre de baisses de ressources non compensées par l'État. Ces augmentations viendraient
viendrait considérablement menacer l'équilibre financier des stations de montagne. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Merci. L'amendement 405, Monsieur Reynal, il est défendu. Je vous remercie. Amendement 465, Monsieur Gay. Monsieur Gay. L'amendement 465, il est défendu? Oui, défendu. Merci. Amendement 917. Il est défendu. Monsieur Bachere. Oui, merci. C'est un amendement déposé par ma collègue Sylviane Noël que j'ai évidemment co-signé parce que on reprend la logique défendue tout à l'heure par notre collègue Gremillet. Et donc, nous sommes cohérents. Nous essayons de défendre cette idée. Et nous avons voté tout à l'heure l'amendement du rapporteur général tout en précisant bien que quand même, il y avait beaucoup de bonnes idées dans ce qu'avait proposé notre collègue Gremillet. Donc, c'était un amendement d'appel. En tout cas, nous déposons et nous le maintenons. Il est défendu. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général? Monsieur le rapporteur général, merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc nous avons une série d'amendements qui suppriment cette hausse brutale sur le gazole non routier. Et je crois que le nombre d'amendements et les différentes interventions montrent qu'il y a un réel problème. Alors, première question, est-ce que le différentiel de fiscalité entre le gazole non routier et le gazole routier est justifié? Peut-être pas. En tous les cas, ce qui n'est pas acceptable, et je crois qu'on en convient tous, c'est le sens de tous ces amendements, c'est la brutalité avec laquelle ce différentiel de fiscalité est supprimé. C'est-à-dire qu'il faudrait que du jour au lendemain, depuis c'est annoncé au mois de novembre au PLF, et du jour au lendemain, l'ensemble des acteurs, y compris les PME, changent leur comportement, et alors même qu'il n'y a pas d'alternative. Je le disais, la deuxième chose particulièrement choquante, c'est qu'on peut dire en effet, la fiscalité, elle peut être un signal prix qui a pour objet de faire changer les comportements. Alors ça peut être vrai pour un particulier qui doit changer de voiture, qui va arbitrer, ne plus acheter un véhicule gazoil, demain acheter un autre mode de transport. C'est vrai. En matière de gazoil non routier, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Je ne connais pas de tractopelle électrique, je ne connais pas d'engin de carrière électrique, sauf les jouets pour enfants, oui. Les membres de la Commission des finances verront à quoi je fais allusion, mais dans la plupart du temps, ces matériels, ces groupes électrogènes qui sont utilisés dans l'industrie, qui sont utilisés dans les transports frigorifiques, qui sont utilisés dans les travaux publics, qui sont utilisés dans le bâtiment, ce sont des engins qui certes consomment du gazoil non routier, mais sans possibilité alternative. Donc la hausse de fiscalité est purement simplement du rendement des recettes pour l'État et n'a aucun but de leur faire changer de comportement. C'est purement simplement de la marge en moins. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve l'amendement du gouvernement, puisque le gouvernement va nous proposer tout à l'heure un amendement assez étonnant qui concerne, par exemple, le transport frigorifique. Un amendement pied de facture. Et que nous dit cet amendement, vous le lirez parce qu'il est assez cocasse. Il nous dit en gros, c'est une mesure qui touche les PME, c'est une mesure qui supprime leur marge, et donc évidemment les PME sont très impactées. Ben oui, on en convient puisqu'on l'a tous dit. Alors, regardez par exemple, je ne résiste pas au plaisir de vous lire la motivation de l'amendement 735, je le fais par anticipation, parce qu'il est tellement bien rédigé par le gouvernement qu'il résume à lui seul. Vous voyez, l'augmentation de la fiscalité va toucher les entreprises, en particulier les TPE, PME. Ah ben oui, pas possible. Cela représente, le gazole routier représente 2% de leur coût de production. Ah bon, ben oui. Il en est de même s'agissant des entreprises appartenant au secteur de l'industrie extractive. Très bien. Pour rappel, le secteur des travaux publics en particulier est composé à 98% de TPE, PME. Leur taux de marge, résultat net sur chiffre d'affaires, est de l'ordre de 2%. C'est pas moi qui le dis, c'est l'amendement du gouvernement. Donc il faut quand même le faire. Et le gouvernement nous dit, pour certaines activités, tenez-vous bien, c'est pas les paroles d'Éric Wolfier, ce sont les paroles du gouvernement à travers son amendement. Pour certaines activités, le surcoût du gazole induit par la suppression du tarif réduit de TICPE est potentiellement supérieur au résultat net. Donc voilà, donc c'est pas moi qui le dis. Donc ça veut dire quand même, c'est assez étonnant parce que c'est un amendement du gouvernement qui nous dit la suppression du gazole non routier, ça va toucher qui? Ça va toucher les PME et c'est même potentiellement supérieur à leur résultat net.
Alors, ça a au moins le mérite de la franchise. Donc, je remercie ceux qui ont rédigé l'amendement, parce qu'au moins, ils sont honnêtes intellectuellement. Ils sont honnêtes intellectuellement, pour une fois. Ben, ne rougissez pas, monsieur le ministre, c'est vos services qui ont écrit ça. Bon, voilà, c'est la réalité. Ça vous fait rire, mais c'est la réalité. Je remercie l'honnêteté du gouvernement de reconnaître que cette mesure de suppression du GNR va toucher d'abord les PME. On nous dit à 98%, les TPE, PME, et que ça supprime, ça mange complètement leur marge, puisqu'on nous dit que c'est supérieur à leur résultat net. Alors, et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce n'est pas de la fiscalité écologique, mes chers amis, c'est de la fiscalité de rendement, et c'est la suppression de la marge des PME, TPE. Alors, c'est la raison pour laquelle la Commission des finances a beaucoup réfléchi à cette question, et on vous propose un double dispositif, un dispositif centré sur les PME, TPE, au sens communautaire, moins de 250 salariés, qui seront sans doute le plus impactés et qui n'ont pas la possibilité, parce qu'ils sont très souvent engagés par des contrats de court terme, mais parfois avec des particuliers, et n'ont pas la possibilité de répercuter cette hausse de fiscalité, qui est un triplement de fiscalité. Dans ce cas-là, eh bien, tout simplement, on propose de différer cette mesure pour les plus grandes entreprises qui ont évidemment des contrats très bien faits. Je pense aux grands du travaux publics, eh bien, ils auront la possibilité de la répercuter. La situation n'est objectivement pas la même. Quand vous êtes, par exemple, une entreprise du bâtiment qui est liée par un devis avec un particulier, qui est une mesure de répercussion ou pas, le pauvre particulier qui est en face, quand son entreprise de maçonnerie lui dit « moi j'ai mon tarif triple, je vous le répercute », si vous avez un particulier en face qui a un crédit sur sa maison pour le faire, je pense qu'il ne va pas pouvoir absorber aussi la hausse de prix. Donc il y a une vraie différence de situation qui justifie que les PME, qui sont le plus mal préparées à cette hausse, eh bien, puissent, encore une fois, se l'avoir différée. Quant aux plus grandes entreprises, nous avons, et le gouvernement d'ailleurs va dans ce sens, un mécanisme de pied de facture qui devrait permettre à ces entreprises de pouvoir répercuter les choses. Je remarque que par ailleurs, le gouvernement est tellement peu convaincu de son dispositif, ou en tous les cas il en craint les effets, les dommages collatéraux, qu'il est amené à déposer des amendements. Alors il y en a un qui est apparu sur le frigorifique, je crois qu'il y en a un qui est apparu cette nuit ou je ne sais pas quand sur les ports. On nous dit en même temps que ça touche l'industrie extractive, mais j'ai pas à ma connaissance vu d'amendement, donc je pense que c'est de la folie d'aller vers ça. Encore une fois, qu'il y ait ou non, et ce n'est pas le débat, un différentiel qui soit justifié, se dit que ce n'est pas raisonnable entre le 31 décembre et le 1er janvier de tripler la fiscalité de ces entreprises et de les mettre à mal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. Monsieur le rapporteur général, votre avis? C'est que, eu égard à l'analyse du gouvernement que je partage, que ça touche à 98%, c'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement, que ça touche à 98% des PME, eh bien mon analyse, c'est d'avoir un dispositif qui soit, encore une fois, spécifique aux PME, qui permet de différer pour elles. Pour les plus grandes entreprises, je ne suis pas certain en effet qu'on puisse justifier qu'une très grande entreprise de travaux publics ait un différentiel, paye son carburant des dizaines de centimes de moins qu'un particulier. Eh bien, je prévois, j'adhère à un mécanisme de répercussion, un mécanisme pied de facture. Donc, sur ces amendements, c'est un avis défavorable, plutôt une demande de retrait au profit des amendements que va vous proposer la Commission. Merci. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci, Madame la Présidente. Quelques mots d'abord pour dire que la mesure qui est proposée à l'article 19, il faut le rappeler, ne concerne ni les agriculteurs ni le transport ferroviaire. Cela fait partie des interrogations qui ont été posées par les uns ou par les autres. Lorsque cette mesure a été adoptée à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Économie et des Finances s'est engagé à trouver des mesures qui visent à atténuer l'impact de la suppression du tarif réduit pour les secteurs les plus touchés, notamment les travaux publics, et notamment parmi les travaux publics, parmi les acteurs du travaux public, les PME. C'est la raison pour laquelle il a engagé un dialogue constructif avec les professionnels, notamment la FNTP, pour trouver des solutions qui pourront prendre forme d'amendement devant votre Assemblée. 2 demandes de la FNTP sont notamment satisfaites, avec la révision au 1er janvier 2019 des indices INSEE relatifs aux travaux publics, afin d'inclure intégralement la hausse, s'il était adopté, de la fiscalité sur le carburant, et l'INSEE a indiqué que cette demande sera satisfaite. Par ailleurs, la seconde demande concerne les contrats en cours ne faisant pas l'objet d'indexation et les solutions envisageables permettant de prendre en compte au sein de ces derniers la hausse de fiscalité. Le problème n'est pas juridiquement simple, puisque cela revient à modifier rétroactivement des contrats en cours, mais cette mesure a fait l'objet d'un travail approfondi des services juridiques de Bercy, en lien avec la FNTP, et elle aboutit à la mesure présentée par amendement du gouvernement. Cette clause générale de révision des prix pour les contrats ne contenant pas de clause d'indexation permettra, si vous l'adoptez, de limiter l'impact de la hausse du coût du GNR pour les contrats en cours dont la durée d'exécution est supérieure à 3 mois.
Par ailleurs, le ministre Bruno Le Maire avait annoncé une mesure de suramortissement permettant d'accompagner les secteurs consommateurs de GNR vers le renouvellement de leurs équipements, et nous travaillons actuellement au champ de cette mesure. Il y a d'autres mesures sectorielles qui vous sont proposées, et le rapporteur, avec un brin de malice, a souligné l'amendement que nous présentons sur le secteur frigorifique. Mais vous savez, monsieur le rapporteur, que le plus important de l'amendement reste son texte, plus que l'exposé des motifs, donc nous aurons l'occasion d'y revenir. J'ai entendu l'avis défavorable du rapporteur à l'ensemble des amendements de suppression. J'ai aussi vu que tous les groupes en avaient déposé, donc j'ose craindre, monsieur le rapporteur, que pour une fois, vous subissiez peut-être le même sort que moi depuis le début de cette séance. Je voulais simplement ajouter un point pour dire que tout à l'heure, j'ai été interpellé sur le fait que le gouvernement pouvait solliciter les collectivités territoriales. Je veux rappeler que vendredi a été repoussé un amendement du gouvernement qui n'avait rien d'impératif pour les collectivités, mais qui au contraire visait à exonérer de fiscalité les avantages, les aides, les accompagnements accordés par les collectivités aux habitants de leur ressort géographique en matière de transition énergétique. Je pense notamment au dispositif mis en place par la région Hauts-de-Seine. L'amendement que nous proposions n'avait rien d'impératif pour les collectivités, mais il permettait... Hauts-de-France, pardonnez-moi. Monsieur le ministre Carucci, je vous voyais du coin de l'œil et cela a créé chez moi une forme de confusion, mais n'y voyez que de la sympathie. Par contre, donc il s'agit bien de la région Hauts-de-France. Votre Assemblée a repoussé cet amendement de défiscalisation et je voulais le rappeler à ce stade, puisque cela faisait écho à certains de vos propos. Vous devinez que sur les amendements de suppression, l'avis est défavorable. Merci, monsieur le ministre. Nous allons passer aux explications de vote. Madame Lienemann, vous avez la parole. L'argument de notre collègue Wolfier qui m'étonne sur un point, c'est si 98% ça vient des PME, franchement, il vaut mieux supprimer complètement la mesure plutôt que de dire qu'on la supprime pour les PME. Parce que dans l'art de pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, et au moment où tout le monde nous plaide pour la simplification administrative, franchement, la meilleure méthode, c'est de dire qu'on supprime cette augmentation, que par ailleurs, on puisse solliciter dans les grandes branches des réflexions sur la mutation des outillages, des matériels pour qu'ils soient moins consommateurs. Oui, des contrats de développement, des contrats d'évolution et de transition avec des aides publiques, qu'on demande aux collectivités locales de s'engager et qu'on signe avec les collectivités locales des accords pour réduire la consommation partout où on peut trouver des substituts. Mais comme vous l'avez très bien dit, monsieur le rapporteur, dans bien des domaines, nous n'avons pas encore les matériels qui permettent de se substituer à l'usage du GNR. Donc moi, je crois que la mesure la plus simple, la plus efficace, c'est celle de la suppression. Et d'ailleurs, je veux rappeler que dans les propositions qu'on pourrait faire, on ferait bien, au lieu de taxer fortement l'essence, qui, comme je l'ai dit, n'a jamais fondamentalement réduit la consommation, on ferait bien d'obliger les collectivités locales et l'État lui-même à une date fixée en commun, de dire il n'y aura plus de véhicules polluants utilisés par les collectivités ou vraiment des cas très limités parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et là, supprimer l'ISF et que ces 3 milliards, mettez de l'argent pour faire muter le parc public et l'ensemble, que ce soit en bâtiment ou en véhicule, pour que la transition énergétique soit immédiate, efficace et en lien avec les filières industrielles pour aider à leur capacité à développer des modèles qui aujourd'hui ne sont encore pas d'une grande rentabilité. Merci. Madame Goulet, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, nous allons maintenir l'amendement de suppression pour toutes les raisons qui ont été évoquées, plus une, c'est la lisibilité. Parce que faire les choses à moitié, ça ne règle jamais les problèmes. Cet amendement et cet article ont été probablement très bien préparés par les services juridiques de Bercy, mais en attendant, ils vont être complètement incompréhensibles par la majeure partie des entreprises qui vont essayer de comprendre à quelle sauce ils vont être mangés, lissés, pas lissés, réduits, pas réduits, et des seuils, pas des seuils. Donc je pense que le plus clair et le plus simple, c'est de voter cette suppression qui a été demandée sur tous les bancs de cette Assemblée, et on verra ensuite comment l'Assemblée nationale gère cet article. Merci, Monsieur Reynal, vous avez la parole.
Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général. Nous allons également conserver notre amendement de suppression. Tous les éléments qui nous ont été donnés par le rapporteur général allaient d'ailleurs dans ce sens, sauf la conclusion. C'est assez curieux. Tous les éléments étaient plutôt vers la suppression. Surtout, moi, je crois que on commence à être un peu fatigué, Monsieur le Ministre, des arguments. On fait une augmentation de taxes et puis derrière, on met un espèce de bric-à-brac pour essayer de revenir sur les excès de la mesure dans un rapport après coup avec les entreprises. Je note que les choses se font toujours comme ça. D'abord on annonce et deuxième temps on réfléchit. Bon, je crois que tout ça n'est pas bon. Il faut reprendre la mesure étalée sur plusieurs années si tel est votre souhait et négocier préalablement avant de la déposer en projet de loi de finances. Donc à ce stade, en tout cas, on maintient l'amendement de suppression. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Oui, chers collègues. Non, bien sûr, nous aussi, on laissera notre amendement de suppression. Moi, je voulais revenir sur la suite parce qu'on proposait aussi un amendement pour la suite parce que ça a été dit par Monsieur le ministre que ça ne s'adressait ni aux agriculteurs ni aux TPE. Mais ça s'adresse quand même et aussi aux collectivités et qui a dans cette mesure quelque chose qui est très compliqué, très injuste, notamment pour les plus petites collectivités. Moi, je pense notamment aussi aux communes rurales et de montagne, puisque dans les communes de montagne, par exemple, je crois que Monsieur le ministre, qui m'écoute pas beaucoup, mais qui est de l'Ardèche, à quelques fois de la neige. Et donc, quand on a du déneigement, le fait d'appliquer cette mesure sur certaines communes qui ont des budgets de fonctionnement, parce que c'est ça aussi la réalité, sur des petites communes de moins de 100 000 euros, c'est des augmentations de 5 à 10 000 euros sur le budget. Donc, en plus des nombreuses baisses de dotation, c'est des difficultés supplémentaires qui sont amenées. Je pense aussi également aux stations de ski qui sont en régie. Je ne pense pas aux grosses stations, mais aux petites stations qui sont en régie, notamment ski de fond, etc., qui, pareil, ont un impact pour certaines stations. Les calculs ont été faits, c'est plus de 30 000 euros supplémentaires. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on comprenne les conséquences de cette mesure sur les petites collectivités, et sachant qu'il n'y a pas d'autre alternative. Donc, on sera obligé d'y passer. Donc, toujours pareil, je pense que sur ces mesures-là, il faut aussi qu'on réfléchisse aux possibilités qu'on a derrière, aux alternatives, et quand il n'y a pas, je ne vois pas bien là où on veut nous emmener. Merci. Merci, Monsieur Capu. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voulais saluer le travail de la Commission des Finances, qui en un temps record a préparé un amendement qui permet effectivement de tenir compte de la spécificité des TPE, mais il me semble que c'est un amendement de repli, si l'amendement de suppression n'était pas adopté, pour une raison très simple que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure. Cet amendement de la Commission des Finances présente un inconvénient qui m'apparaît insurmontable, c'est celui de l'effet de seuil. Imaginez dans le même département une entreprise de 249 salariés qui va bénéficier du maintien d'exonération totale, et dans la même rue, une entreprise de 251 salariés qui, elle, va payer 3 fois plus cher que sa voisine les produits pétroliers. On a une concurrence, une rupture de concurrence, une distorsion de concurrence qui est totalement insurmontable. C'est la raison pour laquelle il me semble que, pour l'instant, compte tenu de la rapidité avec laquelle cette proposition a été faite, il est plus sage de repartir de zéro, de retravailler à partir de zéro, et c'est la raison pour laquelle il me semble que la suppression est le plus sage. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Certains auteurs qui ne se sont pas encore exprimés. Oui, Monsieur Grémier. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Vous comprendrez qu'à cet instant, j'ai beaucoup de regrets, pour ne pas dire plus. Je l'avais évoqué tout. Non, mais je le dis parce que c'est un travail qui avait été fait en commission économique et franchement, tout le monde se rend compte de l'ampleur des conséquences économiques. Ce n'est pas une posture politique, ce sont des conséquences économiques
pour notre pays en termes d'emploi. Mon regret, c'est que, effectivement, si on ne traite que le GNR à cet instant, le texte que je vous avais proposé tout à l'heure, il embrassait plus large, il réglait le problème des biocarburants, il donnait une visibilité sur les biocarburants dont nous avons besoin, il réglait le problème du biogaz, et effectivement, c'est des sujets qui ne vont pas être réglés à travers cet amendement. Je le dis, c'est un exercice parfois difficile de constater une unanimité qui aurait pu peut-être exprimer tout à l'heure et qui aurait permis effectivement au niveau du Sénat de donner à la fois une lisibilité économique pour nos entreprises, nos territoires, une lisibilité sur les biocarburants et sur le biogaz. Je vous remercie. Donc j'en déduis donc que tous les amendements sont maintenus. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Un mot pour rassurer le sénateur Gontard et lui dire que non seulement je l'écoute, mais je le lis et que je crains par ces amendements, il est confondu, en comparant peut-être l'Ardèche avec l'Isère, les communes qui connaissent l'enneigement et les communes qui ont une station de ski. Et je crois que la situation n'est pas tout à fait la même. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Encore une fois, qu'on ne se méprenne pas. Si la Commission des finances a proposé un dispositif spécifique pour les PME, c'est que nous considérons que la situation est différente. Et je trouve que l'amendement que va proposer le gouvernement sur le secteur frigorifique en est l'illustration. Parce qu'on nous dit clairement, ça c'est pas moi qui le dis, là vous pouvez lire tout simplement l'amendement de l'article 19. Selon l'évaluation préalable de l'article 37% du gazole non routier consommé en France, hors usage agricole, puisqu'en effet il est épargné, est le fait du secteur des bâtiments et des travaux publics. Les travaux de terrassement, ainsi que les travaux routiers et maritimes, seraient tout particulièrement touchés. Parmi les autres secteurs fortement touchés, on insiste, figurent les industries extractives. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'amendement du gouvernement sur les industries extractives. Selon l'évaluation préalable de l'article, elle perdrait 2,48 points de marge l'an prochain. Bon, bravo. L'industrie métallurgique perdrait pour sa part 0,43 points et l'industrie chimique 0,5 points. Les marges déjà réduites des distributeurs alimentaires qui utilisent des groupes frigorifiques seraient également fragilisées. Très bien. Donc si les grands groupes doivent pouvoir absorber ce choc, il est en revanche beaucoup à craindre que beaucoup de PME et du secteur aient du mal à y parvenir. Bon, il y a plus de difficultés à y parvenir. Donc voilà, donc le gouvernement nous dit on va épargner le frigorifique. Mais il parle des industries extractives, bizarrement il n'y a pas d'amendement. Puis on nous dit il y aura peut-être un autre demain. Bon voilà, moi c'est la raison pour laquelle la Commission des finances vous a proposé, alors je suis bien conscient de ce qu'a évoqué Capu, qui peut avoir des effets de seuil, que les PME au sens communautaire soient totalement épargnées. Les autres grands groupes qui, objectivement, ont d'ores et déjà des contrats qui permettent de répercuter les choses. Si vous êtes dans les grands noms du BTP, ne vous faites pas d'illusions. Il n'y a pas beaucoup de risques parce que les contrats ont déjà tous les indices possibles et imaginables que la variation de l'indice, de ceci, de cela, permet de répercuter les choses. Donc je pense que ce n'est pas ces industries c'est celles-là qui sont en cause. Ce qui est en cause, c'est la PME qui a des marges réduites d'ores et déjà et toutes les marges vont être totalement consommés par, c'est le gouvernement qui le dit à travers cet amendement, qui risque d'être consommés par l'augmentation brutale, c'est le triplement, je vous rappelle, du GNR. Donc c'est la raison pour laquelle, je dis bien à Claude Raynal, je partage. Il y a aussi en effet des raisons de coût budgétaire. Nous sommes aussi soucieux à la Commission des finances d'avoir des positions qui sont équilibrées, de ne pas faire non plus déraper le solde. Et c'est la raison pour laquelle je propose un amendement que j'aurais d'ailleurs bien que le gouvernement me chiffre. Ça c'est tout à fait intéressant qu'on sache l'impact que représente l'augmentation du GNR sur les PME. C'est pas pour ça que j'espérais. Et donc, je propose un amendement qui limite aux PME et qui, parallèlement, reprend l'amendement, et parallèlement, nous reprendrions l'amendement de notre collègue Elisabeth Lamure, qui permet de répercuter pour les plus grands groupes l'impact de l'augmentation du GNR. Voilà, donc c'est la position équilibrée, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais le retrait des autres amendements, non pas pour évoquer le problème, je suis le premier à le reconnaître, le gouvernement le reconnaît de fait dans ses amendements, et par contre n'en tire pas les conclusions en réservant l'exemption à quelques secteurs, comme le secteur frigorifique. Il y a malheureusement bien d'autres secteurs qui sont touchés. Donc position, exonérer les PME de cette hausse, pour les plus grands groupes, en permettre la répercussion. Merci, monsieur le rapporteur général. Alors, je mets aux voix l'ensemble des amendements présentés avec un avis. Pardon, monsieur Dallier, pardon, vous avez demandé la parole. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, je vais essayer d'apporter mon concours au rapporteur général.
je vois bien que la plus grande probabilité soit qu'effectivement on aille vers la suppression. Mais bon, après, il y a aussi une question de tactique politique. Si on supprime complètement, l'Assemblée nationale fera exactement ce qu'elle veut. L'idée du rapporteur général, c'est d'ouvrir une voie, et notamment pour essayer de préserver les plus petites entreprises. Ça serait un signal fort que pourrait marquer le Sénat. Bon, je ne sais pas si cet argument supplémentaire pourra vous convaincre, mais il y a aussi l'argument du coût. Bon, on en avait discuté avec nos collègues centristes. Il me semblait qu'on avait trouvé un accord sur la proposition du rapporteur général. Il semble que tout ça soit très mouvant. Et voilà, je voulais redire, c'est de redonner ces deux éléments parce que, bon, peut-être, effectivement, comme le dit Roger Carucci, tout cela n'est pas très raisonnable. Monsieur Carucci, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, franchement, de moi-même, je voterais bien la suppression, puis on termine. Hein, on va pas. Bon, on a voté tout à l'heure la suppression de la hausse, et là, finalement, dans l'ambiance très 4 août, on peut continuer. Mais la vérité, c'est qu'il y a un Parlement, et que le Parlement, c'est 2 assemblées, et que le Sénat peut se faire plaisir, et il aurait raison d'ailleurs, de temps en temps, il faut se faire plaisir, parce qu'on est tellement maltraité que, bon, après tout, sauf que si on supprime complètement l'article, l'Assemblée a la main complètement. Et tous les apports mais non, tous les apports qui ne sont pas globaux, mais sur les PME, ou sur un certain nombre de sujets qui ont été travaillés par l'ensemble des commissions, par la commission des finances, mais aussi par la commission des affaires économiques, par l'ensemble, tous ces amendements qui ne sont peut-être pas les amendements qui changent complètement le dispositif, mais qui l'améliorent, tous ces amendements tombent parce que l'Assemblée prendra d'un bloc soit la position du gouvernement, soit un système qui sera celui de l'Assemblée, très loin de nous. Alors, non mais, Monsieur Raynal, je suis un peu habitué aux allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat, je peux vous dire que quand même, 60% des amendements du Sénat sont retenus par les textes à l'Assemblée au final. Je ne dis pas que c'est merveilleux, je ne vous dis pas que c'est brillantissime, je vous dis que si vous voulez sauver un certain nombre de dispositifs sur les PME, eh ben, il faut plutôt suivre le rapporteur général. C'est pas que je préférerais pas dire allez c'est terminé comme ça on avance, très bien, mais la vérité c'est que si on veut être efficient et pas seulement dogmatique, c'est la position du rapporteur général. Madame Prima, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je ne comprends pas bien ce qu'on fait cet après-midi. Tout à l'heure, quand nous avons commencé cette séance, nous avons voté l'amendement du rapporteur, le préférant à l'amendement de notre collègue Daniel Gremillet, qui l'avait travaillé et qui prévoyait la fin de la sortie de l'exonération. Donc l'équivalent de la suppression de l'article 19. Donc nous avons préféré une autre voie. Nos amis centristes ou les amis ici ont voté fidèlement, comme le rapporteur, avec comme objectif de faire plaisir à M. Darmanin, qui nous donne comme conseil dans les ondes ou sur les médias d'être raisonnable, de faire de la co-construction. Donc nous faisons de la co-construction, nous faisons attention à l'équilibre général du budget et nous avons accepté tout à l'heure, en rejetant l'amendement de Daniel Gremillet, en préférant celui du rapporteur, nous avons préféré une solution plus soft. Donc je pense qu'il faudrait un petit peu de cohérence parce que ça me semble sinon un peu désordonné, même si je suis absolument d'accord avec vous que ce GNR pose un problème de compétitivité de nos entreprises. Alors, on est bien d'accord là-dessus. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Non. Oui, Monsieur Savoldelli, oui. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. À cette étape de la discussion, je trouve que notre collègue Carucci tend une perche. C'est-à-dire que on verra à la fin du débat sur la loi de finances ce que les Républicains vont apporter comme réponse nouvelle au texte de la loi de finances en direction des salariés, des retraités et des gens les plus modestes. On verra là s'il y a eu vraiment une vraie confrontation avec le texte de l'Assemblée nationale. Donc je comprends qu'il y a des aspects un peu tactiques, un peu tacticiens,
Mais il y a un moment, on va faire les comptes. À la fin de la loi de finances, moi, avec mon groupe, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour ceux qui travaillent, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont travaillé, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont dans des situations d'isolement ou de non-reconnaissance sociale. Et là, on aura un petit échange de nature politique sur si vraiment l'attitude de la majorité du Sénat est vraiment d'être antagonique avec les choix économiques et financiers du gouvernement. Madame Estrosi Sassone, vous avez la parole. Madame la présidente, je vous propose de demander une suspension de séance de 5 minutes, si vous le voulez bien. Oui. Merci. Accordé.